tsunami au Japon. La première ministre remporte son défi haut la main. Sa dissolution de l'équivalent de l'Assemblée nationale a payé. Son camp rafle la mise dimanche soir. Elle annonce la couleur aussitôt. Nous protégerons avec fermeté la paix et l'indépendance de notre nation, son territoire, ses eaux territoriales et son espace aérien, ainsi que la vie et la sécurité de tous nos citoyens. Un pays qui ne relève pas les défis n'a pas d'avenir. Des résultats inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. Déjà surnommée la Dame de Fer du Japon, Sanae Takaichi, batteuse à ses heures perdues, soulève les passions au Japon. Cette ultranationaliste assumée devrait en profiter pour faire avancer ses dossiers phares. Elle est déterminée à investir dans la défense nationale japonaise. Elle augmente déjà les dépenses militaires pour qu'elles atteignent les 2% du PIB d'ici la fin de l'année. Une détermination qui plaît ou déplaît, c'est selon. Certains voisins, à commencer par la Chine, s'inquiètent du discours martial de la nouvelle première ministre japonaise qui n'a pas hésité à menacer d'intervenir en cas d'attaque de Taïwan par les Chinois. Nous adressons une sévère mise en garde aux autorités japonaises au pouvoir. La détermination du peuple chinois à protéger les intérêts fondamentaux de la nation est inébranlable. Donald Trump, lui, au contraire, savoure. Le merveilleux peuple japonais qui a voté avec tant d'enthousiasme aura toujours mon soutien indéfectible. Le Japon va-t-il devenir le grand allié des États-Unis dans la zone ? Le succès électoral de Sanae Takaichi va-t-il accroître les tensions dans la région? Ou au contraire, favoriser une désescalade dite pragmatique? Que veut vraiment Sanae Takaichi? Nos trois invités, Caroline Postel-Vinet, bonsoir, directrice de recherche au CERI, spécialiste du Japon. Votre dernier essai, Face à l'incertitude, le Japon, laboratoire de l'imprévisible. Selon vous, le Japon a compris qu'il ne pouvait pas faire totalement confiance aux États-Unis de Donald Trump. Sanae Takaichi a donc pour projet de devenir autonome, en tout cas sur le plan sécuritaire. À côté de vous, Sophie Boisseau du Rocher, bonsoir, géopolitologue spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Vous avez publié L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, coécrit avec Christian Léchervy. Selon vous, dans un contexte où les pressions chinoises sont de plus en plus virulentes, le réarmement japonais peut être perçu comme un contrepoint dans la région. Et à côté de vous, Pierre Grosser, bonsoir, vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Vous avez publié Histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours, c'est votre dernier essai. Et selon vous, le Japon craint surtout un encerclement de Taïwan par la Chine. Et Trump se réjouit de son côté du réarmement japonais qui renforce l'autonomie militaire japonaise, donc tout en offrant aux États-Unis un atout stratégique face à la Chine. Et on démarre le débat avec la majorité du jour. Oui, elle est écrasante. C'est celle obtenue donc par la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi. Son parti, le Parti libéral-démocrate, regardé, a remporté 315 des 460 sièges de la Chambre basse du Parlement avec un parti allié de centre-droit, le JIP. Ça donne même 351 députés, de quoi avoir les mains libres pour appliquer sa politique. Caroline Postel-Vinet, elle avait pris tout de même un risque avec cette dissolution et elle l'a gagné haut la main, ce pari. Ah oui, c'est quand même un Comment vous coup de l'expliquez? Plein de choses. D'abord, c'était très court, la campagne. Donc l'opposition n'a pas eu le temps. C'est ça. Oui, l'opposition qui était en pleine recomposition, elle s'est absolument pas réussi à se placer. Ça, c'est quand même numéro un. D'accord. Numéro un. Ensuite, du coup, ça laissait plus de place pour Takaichi. Et puis, elle avait un discours qui a finalement remporté sur le pouvoir d'achat, parce que c'est quand même le sujet numéro un pour les Japonais. C'est le prix du riz, la vie quotidienne qui est très chère. Et là-dessus, les discours ont été confus et c'est elle qui a réussi à remporter la mise sur ce sujet-là. Sophie Boisseau du Rocher, on dit d'elle que c'est une Thatcher asiatique, d'ailleurs elle se revendique de l'ancienne première ministre britannique, parce que notamment elle veut remettre en cause la Constitution sur le recours aux armes. On va voir l'article 9, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation ou à l'usage de la force. C'est ça aussi qui fait qu'on peut la comparer à cette ancienne première ministre britannique ?
Alors, moi, il me semble que ce qui est important, c'est qu'elle a un discours qui est clair. Alors, il manque de nuances, certainement, et il sera certainement, dans les faits, beaucoup plus nuancé, mais en tout cas, le message important passe, et il est que le Japon ne peut peut-être plus rester, dans le contexte actuel, dans cette situation pacifique, et que c'est même risqué, peut-être, pour les intérêts nationaux du Japon. Et ça, c'est un discours qui passe bien, parce que tout le monde sent, dans la région, cette émergence chinoise, ou ce développement chinois comme à la fois une opportunité, mais également une menace. Et il faut réagir, il faut s'adapter. Et donc là, elle a eu un discours qui était très clair et qui a été très apprécié, effectivement, par les électeurs. Et alors, éventuellement, toucher à la Constitution et transformer le Japon en pays non pacifiste? Alors, non pacifiste, alors il faut changer l'histoire. Bien voir, effectivement, hein, c'est quand même une constitution tout à fait originale, hein, avec un texte qui est calqué sur une déclaration de 1928 qui avait été normalement signée par beaucoup de pays, mais qui n'a pas empêché la deuxième guerre mondiale. Ça fait quand même très longtemps qu'on parle de la révision de cet article-là. Celui qui a été pendant très longtemps le grand patron de son parti, Shinzo Abe, en avait déjà parlé. L'ancien Premier ministre, hein, dont l'ombre, même s'il a été assassiné, est encore extrêmement présente. Et il faut bien voir qu'il n'y a pas une majorité, enfin c'est une très courte majorité qui serait d'accord pour une révision, mais comment la faire, sous quelle forme? D'abord, constitutionnellement, c'est compliqué. Et ensuite, on sait qu'au Japon, souvent, on contourne un peu, par exemple, sur les lois de l'immigration, des choses comme ça, par rapport, on ne fait pas des très grandes lois, très visibles, très claires, on a tendance plutôt à contourner. Donc on peut imaginer un contournement, mais je ne pense pas qu'elle ait été élue sur l'article 9. Ça a été rappelé, bien d'autres facteurs. Je pense qu'il y a quand même une chose à rappeler, c'est quand même que ce parti, depuis... Le PLD, depuis... D'abord, il est au pouvoir depuis 1955, mais il était vraiment en très mauvais état ces derniers temps. Et on disait, il n'y a pas de leadership. Donc elle a ressuscité ce parti. Elle a ressuscité ce parti. Et c'est vraiment un étonnement considérable de voir une majorité, on dirait en France, bleu horizon. Oui, Caroline Postel-Vinet. Mais est-ce que le Japon a les moyens d'augmenter ses dépenses militaires? 49 milliards d'euros, donc 2% du PIB. Et d'autre part, a-t-elle l'intention, peut-elle doter le Japon de l'arme nucléaire, ou ça reste un tabou majeur? L'arme nucléaire, certainement pas. Du fait de l'histoire? Oui, de fait d'avoir Nagasaki. Voilà, par exemple, et que vraiment la majorité de la population est contre, et que aussi on a un traité international de non-prolifération que le Japon a signé. Enfin, il y a toutes sortes, les conditions ne sont pas réunies du tout. En revanche, le fait qu'on en parle, moi je suis très frappée, parce qu'on me parle beaucoup depuis l'élection de Takaichi, enfin je parle à toutes sortes de gens, mais c'est vraiment si vous voulez, c'est le répertoire chinois, ça. C'est de dire, c'est-à-dire les Chinois sont très bons en ingérence, ils sont très bons en interférence. Et nous, avec les meilleures intentions du monde, on ressort quand même un peu les arguments. Attention, les Japonais, ça va être... oui, ils n'ont pas changé depuis 1935, c'est une puissance agressive, et ils vont avoir la bombe, c'est sûr. Enfin, la Corée du Nord va peut-être avoir la bombe. Le Japon, certainement pas, quoi. Je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'entends, moi, ça fait quand même... Depuis octobre, j'étais au Japon en octobre, et maintenant, en revenant ici, j'entends toujours les mêmes questions, et je me dis, mais quelle coïncidence, ça ressemble tellement à ce que disent les Chinois, quoi. Il y a quelque chose là qui m'interpelle. D'accord, l'imprégnation d'un narratif chinois par rapport à ça. Alors justement, on va regarder une archive qui va vous intéresser à propos des relations entre le Japon et la Chine, qui sont conflictuelles depuis les années 40 et bien avant. Même la colonisation japonaise avait engendré un exode massif de Chinois. Archive datée de 1944. Keilin, ville de 100 000 habitants, est menacée par les Japonais dans leur avance en Chine méridionale. Le gouvernement de Chungking ordonne l'évacuation de la ville, mais il ne dispose que de moyens de transport très réduits. Tout ce qui flotte est utilisé. Cependant, pour la plupart, le chemin de fer reste le seul espoir, et ces malheureux préfèrent les souffrances de l'exode à l'occupation japonaise. Enfin, un train entre en gare, et c'est une ruée pour la moindre place. Ainsi, 100 000 Chinois se sont repliés vers l'intérieur du pays où, tenaces, ils continueront la lutte.
Sophie Boisseau-Durocher, quelle est la relation exacte aujourd'hui entre la Chine et le Japon? Parce que la nouvelle première ministre avait eu un discours très offensif au début, en disant pas touche à Taïwan parce qu'on sera là, sinon il pourrait y avoir conflit. Puis finalement, elle a fait part de sa volonté de dialogue avec la Chine lors de sa première prise de parole, comme après la dissolution et de sa victoire. Écoutez, la réalité, c'est que ce sont deux pays qui sont très interdépendants, à la fois sur le plan économique et financier, évidemment, sur le plan commercial. Je rappelle quand même que la Chine est depuis le début des années 2000 le premier partenaire commercial du Japon. Aujourd'hui, le Japon est le troisième partenaire commercial en tant que pays de la Chine. La communauté chinoise au Japon est importante. On approche quand même les 900 000 personnes. Sur une population de 120 millions d'habitants à peu près. Voilà. Je lisais encore tout à l'heure un chiffre sur les étudiants. Oui. 93% des étudiants étrangers au Japon sont d'Asie du Sud, d'Asie-Pacifique, et 37% sur ces 93 sont chinois. Donc il y a une vraie présence et de vrais liens, si vous voulez, entre les deux pays. Et les touristes sont comptés, évidemment, les touristes. Donc il y a des liens de proximité, ce sont deux voisins réels. Maintenant, la Chine reste un pays dirigé par un parti autoritaire qui a des ambitions clairement affichées et qui, en tout cas, même quand elles ne sont pas affichées, se revendiquent d'une certaine prédominance, une certaine hiérarchie dans la région. Et ça, ce n'est pas tout à fait audible. Et c'est ce que voulait dire, je pense, la première ministre japonaise en novembre dernier, quand elle s'est adressée à la Diète, c'était de dire maintenant, à propos de Taïwan, le Japon revient dans les jeux régionaux. Et Pierre Grosser, et il y a une proximité, donc il y a une interdépendance, il y a une proximité géographique. Il y a quelques îles japonaises qui sont à 200 km à peine de Taïwan. 100 km. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a dans les revendications, parce qu'il y a beaucoup... revendications territoriales sur ces îles. Donc il y a effectivement un certain nombre de problèmes territoriaux, et notamment il y a cette idée que toutes ces îles qui appartenaient à ce qu'on appelle le royaume de Ryukyu jusqu'au 19e siècle, et qui étaient en gros liées à la fois à la Chine et au Japon, étaient annexées par le Japon, ont été administrées par le Japon, et de temps en temps la Chine soulève qui les appelle cette avec question. un nom chinois d'ailleurs. Voilà, donc bien sûr, dans la région il faut faire, d'ailleurs vous avez mis mer de Chine orientale, mer de Chine méridionale. C'est très précis. Non, c'est que... Mes livres sont interdits au Vietnam parce que j'ai mis mer de Chine du Sud. Donc il faut faire très attention avec le vocabulaire qu'on utilise dans la région. D'ailleurs, les Chinois font très attention justement à l'utilisation des cartes, et donc vous serez remerciés, je pense, pour l'utilisation de ce vocabulaire. Non, vous avez montré l'opération Ichigo et donc la fin, 1944, de la guerre. Qui est une guerre donc, que les Chinois appellent la guerre de 14 ans maintenant. Ils appellent aussi ça la grande guerre antifasciste, ce qui permet de mettre le Japon dans la même catégorie que l'Allemagne nazie. C'était puissance de l'Axe. Donc c'est... Oui, mais en ce moment, si vous voulez, c'est quand même extrêmement intéressant. Et dans le lien avec la Russie, c'est de dire, voilà, nous avons combattu ensemble contre le fascisme japonais, et aujourd'hui, c'est le retour du fascisme japonais. Et comme il y a quand même quelques ambivalences, et notamment de cette première ministre à l'égard du passé, eh bien, à chaque fois, on leur met le doigt dedans. Et de toute façon, même si le Japon s'excusait, c'est quand même le crime de lèse-majesté. Normalement, c'est la Chine au centre et le Japon à la périphérie. Et là, que le Japon ait voulu se mettre au centre et mis la Chine en périphérie, en tuant quand même un paquet de millions de personnes, c'était un crime absolument épouvantable. Alors on va évoquer avec vous trois et avec Anna la manière dont la Chine fait pression, de manière économique, sur le Japon. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas apprécié la déclaration de la première ministre japonaise le 7 novembre 2025. Elle laisse entendre que le Japon donc, pourrait intervenir militairement en cas d'agression de Taïwan. C'est un tollé en Chine, propos inappropriés, ingérence flagrante, provocation manifeste, répond le gouvernement, avant de dégainer des mesures de représailles dans deux secteurs clés, le tourisme et les terres rares. Donc la semaine qui a suivi cette déclaration, le ministère des Affaires étrangères chinois a d'abord déconseillé aux Chinois de se rendre au Japon. C'est un effet immédiat. Au mois de décembre, 1900 vols ont été annulés. C'est l'équivalent de 40% des réservations. Et si cette baisse se poursuit, elle pourrait à terme impacter l'économie japonaise. Les Chinois représentent un quart des touristes étrangers, mais surtout, ce sont les plus dépensiers avec 51 milliards d'euros
jours en 2025. Et puis l'autre mesure de rétorsion, c'est l'interdiction depuis début janvier d'exporter des produits à usage civil et militaire vers le Japon, et notamment les fameuses terres rares dont l'industrie japonaise est très dépendante. Avec cette mesure, plusieurs secteurs pourraient immédiatement être impactés, l'automobile, l'électronique, le secteur médical, l'aérospatial. Et les économistes japonais anticipent qu'en un an, cette mesure pourrait faire chuter le PIB d'environ 0,4%. Caroline Postel-Vinet, est-ce que le Japon, aujourd'hui, a les moyens de ce bras de fer diplomatique, voire militaire, avec la Chine ? Alors, le problème vient plutôt des États-Unis, mais commençons par la Chine. J'étais là au Japon j'étais à Tokyo quand Xi Jinping a dit arrêtez d'aller au Japon. Aux touristes, donc. Aux touristes chinois. Et ils étaient toujours là. Moi, je disais, alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'écoutez pas votre leader? Non, mais sérieusement, l'impact que j'ai vu, c'est 3% pour le moment de baisse. Le Japon n'est pas encore un pays qui dépend du tourisme. C'est pas ça la situation. Par contre, le vrai sujet, je veux dire, qu'il y ait des représailles, c'est pas les premières représailles, tensions entre la Chine et le Japon. Ça fait maintenant, enfin, depuis que Xi Jinping est là, et en gros depuis le début des années 2000, on a des tensions qui viennent. Le grand problème, la grande question, c'est Donald Trump. Parce que quand Mme Takaichi a dit « non pas attention, on va vous attaquer », mais elle a simplement dit « ce serait une menace existentielle pour le Japon », ce que c'est. Le encerclement de Taïwan, c'est une menace existentielle pour le Japon. Qu'a fait Donald Trump? Il a dit « on vous aime bien les Japonais, mais baissez d'un ton ». S'il vous plaît, ne marchez pas sur les doigts de pied de M. Xi Jinping. Donc voilà, ça, et nous on a eu ce sujet en Europe, on a ce sujet avec le Groenland, avec l'OTAN, etc. Ils ont le même sujet au Japon et en Corée du Sud, avec la différence qu'eux, ils n'ont pas d'OTAN, ils n'ont pas d'équivalent d'Union européenne. Donc c'est ça vraiment le problème. Donc, Sophie Boisseau-Durocher, vous diriez la même chose, il n'y a pas d'axe qui est en train de se dessiner entre les États-Unis et le Japon, autant qu'on pouvait le penser, ou que la Première ministre récemment l'espérait. On attend la prochaine visite d'ailleurs de la Première ministre à Washington le 19 mars, donc les choses seront peut-être dites plus clairement. Mais ce qui est sûr, c'est que même si le discours est rassurant, il y a un doute existentiel sur l'influence américaine et sur le bien fondé de cette influence américaine, parce que Trump n'est pas le premier, mais d'autres présidents américains avant lui se sont comportés parfois de façon très ambiguë. Donc, est-ce que les États-Unis sont un partenaire 100% fiable? Ce n'est pas sûr. Et donc... C'est ça, nous aussi, on a cette question. C'est exactement ça. La imprévisibilité. Chaleureusement félicité après son élection. Bien sûr. Mais ce sont des mots. Oui, écoutez, tous les leaders asiatiques, ils font ce qu'ils voient qu'ils ont un président avec un ego gros comme ça. Ils lui donnent des clubs de golf en or. À elle? Oui. Non, c'était les Coréens qui ont à Shinzo Abe. Non, mais bien sûr. Et depuis que Donald Trump a fait son second mandat, il a un gros ego, donc on y va. Je veux dire, ils ont beaucoup moins de complexes que nous. Alors, attendez, on va quand même écouter le secrétaire d'État au Trésor américain qui a semblé donner des gages. Écoutez, au Japon. Japan, the prime minister called a snap election, the quickest snap election in Japanese history. And boy, has she had a big victory today. She's going to have 2/3 majority in the upper house. President Trump endorsed her last week. She is a great ally, great relationship with the president. And when Japan is strong, the U.S. is strong in Asia. Ça sonne comme une idylle quand on entend le secrétaire d'État, secrétaire au Trésor américain entre les deux pays. Oui, alors il faut relativiser aussi. Il faut relativiser d'abord. Il y a la première chose, c'est que par rapport à Trump, ils ont quand même le souvenir que le début de la carrière de Trump, c'était de ce qu'on appelait le Japan bashing, c'est-à-dire de critiquer le Japon parce que le Japon ne dépensait presque rien pour ses dépenses militaires, 1%, était en train de tailler des croupières en termes industriels, financiers à la Chine. Donc à la fin des années 80. Donc le rapport entre les deux n'est pas terrible. Après, il faut bien rappeler que c'est quand même une alliance qui est extrêmement forte. Qui est une alliance qui est née en 1951. Il y a eu énormément de tensions au Japon contre cette alliance et aujourd'hui, elle n'est absolument pas remise en cause. L'extrême gauche, le Parti communiste, ils ont 5 sièges. Donc voilà, les critiques sont quand même relativement faibles. L'autre chose, je crois, qui est quand même très important, c'est puisque la comparaison a été faite avec l'Europe, c'est que la situation est quand même assez différente. C'est-à-dire que les Américains n'imaginent pas faire la guerre avec la Russie.
Et donc l'Europe a perdu quand même très largement de son importance stratégique. Tandis que s'il y a une guerre contre la Chine, ce qui est quand même reste dans les possibilités, dans l'esprit aux États-Unis, le Japon est absolument central. Parce que ça fait, on parle de lignes stratégiques, il y a tout un vocabulaire et c'est évidemment 55 000 hommes qui sont encore stationnés au Japon. Américains, bien entendu. Et puis il y a quand même cette question fondamentale, c'est est-ce que les Chinois, donc, dès le début de la guerre, bombarderaient les bases américaines ? Donc ça, c'est quand même une question sur le sol japonais. Et puis, il y a toute la question, c'est qu'en ce moment, les Chinois sont en train d'étudier la stratégie américaine pendant les guerres du Pacifique. Et ça perçoivent que ce qui est très, très important, c'est toute la logistique qui est arrivée depuis les États-Unis de 1941-1945. Et donc, leur intérêt maintenant est d'une certaine façon de contourner le Japon et donc de s'intéresser à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le Pacifique occidental. Et donc, pour le Japon, qui a déjà à gérer le problème russe, parce qu'il n'y a toujours pas de traité de paix depuis 1945 entre les deux pays, le problème nord-coréen avec la bombe atomique, et plus personne aujourd'hui, visiblement, ne conteste la bombe atomique. Plus, si la Chine maintenant est au sud et est à l'est du Japon, ça risque de poser quand même beaucoup de problèmes. Mais Caroline Postel-Vinet, est-ce que l'élection d'une première ministre nationaliste, protectrice d'intérêts, peut réfréner quelque part les velléités expansionnistes de la Chine ou pas du tout? Au contraire, ça peut enflammer la situation et devenir une sorte de nouveau front de guerre froide entre États-Unis et Chine. Vous savez, c'est drôle, moi je lis les news. D'abord, je suis d'accord avec Sophie qu'il y a une interdépendance qu'il ne faut pas sous-estimer, les Chinois sont prudents. Mais je regarde aussi les nouvelles de Taïwan. Et ce qui fait peur aux Taïwanais, c'est pas ça, c'est ce qui se passe en Chine même. Et le fait que Xi Jinping a fait des purges, méga purges, de tout son personnel. De l'armée, de tout son personnel militaire qu'il avait nommé lui-même. Et toute cette agitation est très inquiétante parce que ça fait vraiment fin de règne d'un grand leader, enfin d'un dictateur paranoïaque. Et c'est ça dont ils ont peur. C'est que un règlement de compte intérieur à la Chine va se régler sur le dos de Taïwan. Et ça leur fait peur, vraiment. Vous corroborez ? Absolument, et c'est vraiment vu du Japon, c'est l'imprévisibilité, si vous voulez, de l'autoritarisme de Trump. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est que Xi Jinping aime aussi le rapport de force. Et que donc il n'est pas... Madame Takahashi a certainement intégré ce paramètre-là est très clair. À nouveau, on revient toujours à son discours qui est très clair et qui dit maintenant le Japon est une puissance, on arrête le Japan bashing et on revient sur la scène régionale. Il y a un terrain dont on n'a pas encore parlé et qui est intéressant, c'est l'Asie du Sud-Est justement, qui est vraiment un champ de bataille silencieux entre la Chine et le Japon. On en parlera lors du prochain débat, car c'est fini. Arigato gozaimasu. Voilà, à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus nous éclairer sur les relations dans ce Sud-Est, dans cette Asie-Pacifique.